Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui vous est proposé par Expernova, Aiming Finance and Innovation Performance. Aiming, spécialiste entre autres de la gestion du crédit impôt recherche, travaille en étroite collaboration avec Expernova, notamment pour la constitution des états de l'art de ses clients en s'appuyant sur la technologie d'indexation et d'analyse de la littérature scientifique, tout ça couvrant de multiples domaines d'activité. Il était donc évident de vous proposer ce webinaire un petit peu à deux têtes, on peut dire, avec Aiming et Expernova, ce webinaire qui va vous proposer un éclairage sur les méthodologies de constitution de l'état de l'art dans le secteur de la santé, un éclairage qui sera suivi de la démonstration d'un outil bibliographique complet pour trouver, pour comprendre et pour comparer les connaissances. Il s'agit de la solution Expernova. Maîtriser les fondamentaux de l'état de l'art scientifique dans le domaine de la santé, c'est donc le titre de ce webinaire. Et nous allons accueillir nos deux intervenants aujourd'hui. Nathalie Wang. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes experte scientifique et technique en financement de l'innovation chez Aiming et référente santé. Et Arnaud Schnopp. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes Channel Manager chez Expernova. Alors, il est vrai que les situations qui nécessitent la constitution d'un état de l'art sont nombreuses. Quelques exemples, les publications scientifiques, les brevets, puis bien évidemment les dossiers de demande de financement. Il est donc primordial d'être en mesure de faire un état des lieux des connaissances de l'environnement scientifique et technique, primordial pour déterminer les limites et les lacunes d'un domaine, et cela évidemment pour positionner les problématiques scientifiques et les objectifs d'un programme de R&D. Par ailleurs, aujourd'hui, nous constatons que les données de la production scientifique augmentent à une vitesse démesurée. Ceci est amplifié par tous ces nombreux canaux de communication et de distribution possibles. Et donc, dans ce contexte, il devient essentiel d'adopter des méthodologies de recherche pertinentes pour trouver, pour comprendre, pour comparer rapidement les informations, tout en ciblant bien sûr spécifiquement les concepts clés qui sont donnés. Donc en mêlant méthodologie et outils, quelles sont donc les bonnes pratiques à adopter pour élaborer un état de l'art pertinent? Alors pour tenter de répondre à cette question, ce webinaire abordera les points suivants, c'est le sommaire qui apparaît sur votre écran. Qu'est-ce qu'un état de l'art? Quelle est la méthodologie pour constituer un état de l'art? Et enfin, Aiming et Expernova mettront en lumière différents exemples de types de recherche dans le domaine de la santé et vous donneront un éclairage concret avec la démonstration de la solution Expernova. Un webinaire qui se veut interactif, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, vous utilisez la petite fenêtre de chat qui apparaît sur la droite de votre écran. Je vous conseille de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Ça nous permet d'avoir le temps de recueillir vos questions et de pouvoir y répondre, j'allais dire quasi instantanément. Nous démarrons avec vous, Nathalie, et puis ces questions essentielles. Qu'est-ce qu'un état de l'art? Alors oui, en effet, on va voir dans une première partie toute la diversité des définitions et de types d'états de l'art qu'on pourrait rencontrer. C'est vrai qu'au niveau des définitions, on a souvent le fait de réaliser un état de l'art. Ça consiste à rassembler le maximum d'informations sur un sujet ou une technologie, par exemple, qui vous intéresse. C'est aussi l'état des connaissances existantes à un moment donné sur un sujet d'étude donnée. Donc, on voit bien en fait la diversité des définitions qui convergent tous finalement vers la recherche de connaissances. Et donc, de même, les dénominations des états de l'art peuvent être diverses selon les finalités qui sont différentes également. Ainsi, par exemple, là, on peut avoir au niveau des publications scientifiques ce qu'on appelle les backgrounds, parfois aussi introduction, mais finalement, ce sont des états de l'art qui consistent à faire des états de la recherche au moment de l'étude. Donc, au niveau fondamental ici. Un peu plus appliqué maintenant au niveau des brevets, on a les états de la technique des brevets ou bien les backgrounds aussi quand c'est en anglais. Également à finalité tout autre. Là, le but, c'est vraiment de démontrer les critères de brevetabilité. Donc là, on est dans une démonstration plus argumentée. Démontrer par exemple la non-évidence de l'invention, démontrer sa nouveauté notamment. Et ça suppose une comparaison avec les solutions existantes. Là, c'est un autre exemple. On a également l'exemple de la revue de littérature, ce qu'on appelle aussi les reviews parfois, qui sont là des résumés de l'art, de l'état de la connaissance. Donc là, on ne vient pas démontrer, on vient vraiment résumer la production scientifique sur un domaine donné à un instant donné. Donc, ce qui nous amène finalement à dire que l'état de l'art, ça suppose la notion de rechercher dans les connaissances accessibles. Finalement, ce qu'on appelle des sources accessibles, ça peut être une source qui est considérée comme étant accessible dès lors qu'elle est disponible. Elle est disponible au sein de l'entreprise ou en dehors, bien sûr, mais surtout qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit payante.
Des exemples de sources ici, vous les voyez, donc des publications scientifiques bien sûr, mais aussi les brevets, qui sont des sources scientifiques, les bases de données techniques, donc là on est un peu plus en aval. Pareil pour les rapports de synthèse, ça peut être aussi des appels à projets, donc qui dénotent vraiment les sujets d'actualité qui sont susceptibles de faire l'objet de recherche et développement. Donc en somme, l'état de l'art, finalement, c'est l'analyse des informations scientifiques et techniques qui ont été identifiées pour donner vraiment le point zéro. C'est le point zéro du travail qui est engagé par la suite. Alors, constituer un état de l'art, c'est évidemment un travail qui est créatif, en fait. On va créer une production scientifique nouvelle. Parfois, ça peut être assez délicat à mettre en œuvre parce qu'il va être créé, il va être réalisé à partir du travail des autres. À partir du travail des autres dans les autres sources en fait qu'on aura identifiées. Donc on aura tendance un peu à créer des cadres un peu cognitifs qui vont mettre en avant par exemple des hypothèses, et parfois des partis pris ou des idées qui sont argumentées, qu'il faut retranscrire notamment dans les revues de littérature en restant le plus neutre possible. Mais dans tous les cas, en tout cas, c'est un travail qui est structuré et ça ne peut pas être juste une agrégation de données. Pas d'exhaustivité non plus sur un sujet, on le verra tout à l'heure, mais l'idée c'est de construire vraiment une structuration, comme je disais, qui va amener le lecteur à comprendre les problématiques de notre question, de notre travail. Et donc du coup, on fait le point des réponses qui sont déjà connues sur la question posée, mais justement, on va un peu plus loin en montrant les limites des travaux antérieurs, et donc du coup, des solutions existantes. Et l'état de l'art, finalement, c'est un peu comme un argumentaire qui viendrait justifier la légitimité des travaux ou bien leur caractère exploratoire par la suite. Donc maintenant, si on va regarder la structuration de l'état de l'art, on voit qu'ici, on peut la comparer à celle d'un entonnoir, c'est-à-dire qu'on a au départ quelque chose de très large qui va venir faire le focus sur un sujet particulier, donc la spécificité croissante. Et là, au sein de l'entonnoir, finalement, on va démarrer large, donc avec des concepts assez généraux, pour expliquer justement au lecteur l'environnement scientifique, le contexte scientifique de l'état de l'art, avant de faire le focus progressif, donc sur un sujet scientifique adressé, sur des problématiques scientifiques adressées. Donc là, on va être amené, donc ce que vous voyez ici en rouge, orange, à décrire des solutions existantes. Et finalement, par leur description, on va arriver à démontrer leurs insuffisances. Donc là, on parle des limites de l'état de l'art, de leurs lacunes. Et donc parfois, dans certains cas, donc pas toujours, ça dépend de la finalité de l'état de l'art, mais on est amené aussi à démontrer la non-évidence des solutions qui sont mises en place par la suite pour pallier à ces insuffisances. Donc il ne suffit pas juste de dire qu'on va aller plus loin. Là, en fait, on va essayer de démontrer qu'il y a des verrous techniques qui vont finalement, qui vont devoir être vaincus pour lever ces lacunes de l'état de l'art. Donc tout ce qui concerne finalement, alors quand on va faire le focus, tout ce qui concerne autre chose, donc qui n'ont pas de lien avec la question de recherche, doit évidemment être exclu. On va focuser, mais on ne va pas faire différents focus. Vraiment, on va essayer d'être hyper spécifique sur la question ou l'objet de notre étude. Voilà. Merci Nathalie. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a une question sur cette diapositive justement parce que on nous présente des particules en couleur dans l'entonnoir qui semblent avoir des dimensions un peu identiques. Alors, est-ce que ça signifie que en termes de longueur de texte, ça va être également aussi égal, ou est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'on peut avoir des différences et des bonnes pratiques à adopter? Alors oui, c'est vrai que là, on vous a représenté les différentes parties en couleur, donc le global jusqu'au focusé. Bien évidemment, la longueur en fait et l'ampleur de ces parties-là sont à adapter en fonction de l'objectif de l'état de l'art, de la finalité de l'état de l'art. Si on est dans un état de l'art où c'est finalement une revue de littérature ou une revue tout court, où on va avoir pour objectif en fait d'informer le lecteur et de faire un peu une revue exhaustive ou presque exhaustive de toutes les connaissances sur un sujet adressé, on va peut-être être plus large au départ et avoir une partie sur les sujets scientifiques adressés qui vont être un peu plus fournies que celles, par exemple, qu'on va retrouver dans les états de l'art de brevet ou des états de l'art de dossiers de demande de financement, où là, vraiment, on va faire le focus sur vraiment ce qui est intéressant à démontrer, donc les limites de l'état de l'art. Donc peut-être que la description des solutions existantes va prendre plus d'ampleur. Donc en fait, les différentes parties qui sont présentes en couleur, en termes de longueur de texte,
il n'y a pas vraiment de... Il y a des bonnes pratiques par sujet d'état de l'art adressé, mais de manière générale, on ne peut pas dire que, par exemple, le concept général doit être tout petit et puis la démonstration et l'insuffisance doit être la partie la plus élevée, parce que, en fait, ça dépend de la finalité de l'état de l'art que vous voulez faire. Parfait, merci. Je ne peux que vous conseiller de poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat. Comme ça permet d'avoir des précisions sur ce qui apparaît à l'écran. Nathalie va continuer à avoir la main, notamment sur la méthodologie pour la constitution de cet état de l'art. Oui, alors, après c'était qu'un état de l'art et sa structuration, là, on va voir à présent la méthodologie ou comment établir un bon état de l'art. Donc là, vous voyez à l'écran, hein, si on commence ici tout à gauche, pour constituer un bon état de l'art, donc un état de l'art qui est pertinent, on va tout d'abord qualifier son sujet d'étude, qualifier son projet de R&D et en tout premier lieu, identifier des mots-clés ou des concepts. Donc là, c'est assez important parce que ça va vraiment orienter la recherche et la recherche sous un angle finalement technologique. C'est-à-dire que là, au niveau des mots-clés, on peut avoir des technologies, des procédés, ajouter un objet technique, donc pour faire un petit peu une recherche plus ciblée. Éventuellement, donc là on vous a mis le produit, mais finalement il ne faut pas oublier que le produit, ça ne va pas être ici l'objet du projet, mais ça va être la finalité économique ou la finalité pour l'entreprise. Mais on va essayer de rester dans la recherche bibliographique sur un angle qui est technique ou technologique. Donc le produit peut servir à affiner la recherche, mais finalement ça ne va pas être la finalité. Donc ensuite, une fois qu'on a nos mots-clés ou nos concepts, on va faire une recherche bibliographique et capitaliser les informations, c'est-à-dire agréger des données. Les données d'entrée qui définissent finalement le point zéro. Ensuite, on va partir sur une comparaison des données qui vont vous permettre de trancher ou d'arbitrer. On va répondre à la question, l'état de l'art offre-t-il oui ou non une solution satisfaisante? Et à partir de là, on va pouvoir effectuer notre démonstration, c'est-à-dire que par rapport à la méthodologie mise en place, on va essayer d'apporter la preuve concrète que les travaux qui vont suivre, alors si c'est pour une demande de financement, par exemple, que la R&D est bien fondée à être financée, ou est bien fondée à être protégée, pour le cas d'un brevet, et que cela constitue une preuve irréfutable. Donc, également, dans la description de l'état de l'art, il est primordial d'intégrer une bibliographie à son dossier. Il faut que la bibliographie soit à jour pour qu'elle reflète un processus continu de mise à jour des connaissances. Donc, l'état de l'art, finalement, elle est vraiment en continuelle évolution. Il ne faut pas oublier que la description, elle doit être actualisée, donc d'une année sur l'autre ou d'un temps T à un temps T+1, mais en tout cas, elle représente l'état des connaissances à un instant T. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, au niveau des principaux défauts pointés de l'état de l'art, qu'est-ce qu'on peut focuser là-dessus? En fait, les principaux défauts sont de trois types. Donc, soit un état de l'art inexistant ou mal formalisé, donc ça, on a souvent ce genre de remarque, c'est que on va être sur un état du marché. Donc, on va être vraiment orienté produit, comme on disait tout à l'heure, et pas problématique. On ne va pas démontrer que les techniques existantes ne permettent pas de réaliser l'objectif visé, mais on va démontrer qu'en fait, il n'y a pas de produit équivalent sur le marché. On va démontrer la nouveauté, mais au niveau technique, en fait, on n'aura pas d'information. Donc là, cet état de l'art, il est vraiment orienté marché et pour essayer de l'améliorer, là, en fait, c'est une histoire de mots-clés, en fait, et puis c'est une histoire d'orienter vraiment technique la recherche. Ensuite, on a aussi l'état de l'art qui est peu ou pas étayé. Donc là, souvent, on remarque voilà, qu'il n'y a pas de référence bibliographique ou qu'il n'y a pas de référence bibliographique pertinente au niveau de la référence en elle-même, au niveau des années en fait, de publication de ces références, par exemple. On a ces soucis-là aussi lorsque la société, lorsqu'elle est sa propre référence. C'est-à-dire que quand finalement on décrit des informations qui sont pas forcément publiées, qui a trait en fait à des informations concernant l'expérience des personnes ou bien leur savoir-faire. Et donc là, en fait, voilà, dans un domaine parfois concurrentiel, l'état de l'art peut ne pas être étayé. Donc là, dans ce qui est possible, essayer quand même de mettre des références voilà, qui sont actuelles et qui reflètent vraiment un niveau technologique quand même assez haut. Ensuite, dernier point, état de l'art ne démontrant pas la rupture technique avec l'existant. Donc là, c'est le cas des états de l'art qui s'arrêtent trop haut, c'est-à-dire qu'on a vu l'entonnoir tout à l'heure, hein, donc les états de l'art qui ne vont pas jusqu'au focus, jusqu'au bas de l'entonnoir, mais qui s'arrêtent un peu plus haut. Et donc du coup, en fait, on a un état de l'existant, mais qui ne va pas chercher jusque dans les limites des solutions existantes.
et qui ne vont pas du coup démontrer la rupture technique entre ce qu'il y a dans les travaux et ce que nous prouve l'état de l'art. Donc là, en fait, il s'agit d'aller un peu plus dans le détail, de creuser un peu plus pour voir vraiment les limites des solutions qui existent et en ressortir les incertitudes techniques qui peuvent encore subsister après l'analyse de cet état de l'art. Donc voilà pour les principaux défauts. Alors maintenant, on va s'intéresser à des exemples d'états de l'art, de différents états de l'art qu'on a vu tout à l'heure. On a dit qu'il y avait différentes finalités. Là, on va prendre l'exemple des états de l'art à finalité académique, donc des états de l'art de type publication scientifique, par exemple, ou états de l'art de thèse, ou des panoramas techniques scientifiques, des revues d'un domaine ou d'une technologie. Donc là, dans ce type de production scientifique, on part en général d'une description qui est très très large. Donc là, sur l'entonnoir que vous voyez, on va vraiment se focaliser sur le haut et avoir énormément de références bibliographiques qui sont variées, qui sont très fournies parce que justement le concept est très général. Le but là, c'est vraiment de décrire le contexte et de décrire les sujets scientifiques en allant petit à petit vers le focus. Mais donner une vue d'ensemble d'un domaine et essayer d'être exhaustif sur la description. Donc du coup, à la fin, on va quand même focuser sur les problématiques scientifiques. Éventuellement, alors ça dépend en fait, hein, mais décrire des hypothèses et des insuffisances, mais on ne va pas aller jusqu'à la démonstration de la non-évidence. En général, quand on est sur des sujets très amont, la non-évidence, en fait, elle est pas forcément avérée, mais en tout cas, les travaux de R&D sont bien fondés, donc il n'y a pas besoin en fait de prouver leur nature. Donc là-dessus, finalement, voilà, la problématique, ça va être comment je vais aller chercher ces références bibliographiques, comment je vais les analyser et comment je vais structurer mon état de l'art finalement. Parfait, eh bien la parole maintenant à Arnaud, parce qu'on veut voir quand même une démonstration justement de cet outil Expernova. Arnaud, c'est à vous. Oui, alors donc, comme vient d'expliquer Nathalie, on va voir à travers l'outil Expernova comment on va pouvoir répondre justement à des problématiques concernant l'état de l'art. Donc le point important, avant toute chose, pour pouvoir dresser un petit peu l'état de l'art, comprendre, c'est de mieux comprendre le contexte un petit peu sur lequel on va faire face par rapport à cet état de l'art, c'est-à-dire un environnement qui est à la fois complexe et également en constante évolution. C'est-à-dire qu'on remarque notamment un volume de données scientifiques qui est en augmentation très importante chaque année. À titre d'exemple, on estime à 4,5 millions le nombre de nouveaux articles publiés chaque année, contenant les articles, publications ou brevets. Donc un volume de données qui reste très important. L'autre point dont il faut également tenir compte, on l'a abordé également tout à l'heure, c'est le fait que les sources de données sont disséminées. C'est-à-dire qu'on va avoir la complexité finalement de pouvoir aller récupérer, identifier ces sources de données qui vont être réparties sur une échelle mondiale. L'autre point également dont il faut tenir compte, c'est l'émergence de nouveaux pays, de nouveaux acteurs, qui sont des acteurs qui sont très dynamiques parfois, et qu'il est compliqué également d'aller identifier, mais dont il va falloir prendre compte pour finalement avoir une meilleure connaissance de son écosystème et de pouvoir justement dresser un état de l'art pertinent. Et le dernier point qu'on voit de plus en plus, c'est l'interconnexion de nombreux domaines scientifiques, c'est-à-dire de se rendre compte que finalement des technologies qui peuvent être développées dans des domaines qui sont assez loin du domaine de la pharma par exemple, peuvent également avoir un intérêt. Donc il est important aussi de pouvoir identifier ces technos-là et pouvoir justement les sourcer à travers son état de l'art. Donc pour ce faire, et c'est l'objectif justement du webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer en fait comment à travers l'outil Expernova, on va pouvoir simplifier cette approche-là, simplifier cette étude d'état de l'art. Donc en quelques mots, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Expernova, donc c'est un outil d'analyse de la littérature scientifique et de cartographie de compétences qui va indexer au total un peu plus de 70 millions de travaux scientifiques. Donc on va en fait aller agréger ces données, les analyser, les indexer pour pouvoir justement identifier et pouvoir réaliser ces états de l'art. En termes de type de documents, et c'est une aussi des particularités de notre plateforme, c'est qu'on va avoir la capacité d'indexer, de sourcer différents types de documents. Donc on le verra tout à l'heure à travers l'exemple, on va y retrouver notamment des publications, mais également toute la partie des thèses, des conférences, des posters, donc la partie de la littérature grise, les brevets, et également la partie des projets collaboratifs. Donc on va finalement réunir sur la même plateforme
toutes ces différentes sources d'informations. Les caractéristiques de l'outil, et ça reprend ce que je disais précédemment concernant les domaines scientifiques et l'interconnexion, c'est que l'outil va couvrir plus de 400 domaines scientifiques. Donc on va y retrouver bien sûr la pharma, mais on va également y retrouver tout ce qui va être chimie, énergie, agro, et finalement on va pouvoir aussi aller explorer à travers ces domaines toutes les données scientifiques. Donc voilà, le but est de vous montrer maintenant comment en fait fonctionne donc la plateforme. Ok. Voilà. Donc là, je suis sur l'outil Expernova. Donc sur la plateforme, comme vous pouvez le voir, on dispose de différents types de modules. Donc on a la possibilité en fait de répondre à différents cas d'utilisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le focus est orienté sur l'état de l'art. Donc je sélectionne ce module-là. Et l'objectif maintenant, ça va être de vous expliquer un petit peu à travers un sujet comment on va pouvoir justement réaliser cet état de l'art académique. Donc le sujet qu'on a décidé de choisir aujourd'hui, c'est la médecine régénérative. C'est-à-dire que pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la médecine régénérative, ça a pour objectif de créer des tissus vivants, fonctionnels, qui vont permettre en fait de remplacer des tissus ou des organes qui ont été endommagés ou qui sont morts, et donc de pouvoir remédier à des maladies congénitales. Associé à ça, on va y retrouver également toute la partie thérapie cellulaire qui vise également à soigner un organe ou un organisme par l'apport de cellules, et notamment les cellules souches. Donc dans la plateforme, je vais tout simplement en fait taper mes mots-clés, d'accord? Voilà, donc je sélectionne le mot-clé en question. Et il est important en fait, lorsque vous saisissez des mots-clés, de penser justement, et c'est le but, tout à l'heure Nathalie l'a expliqué précisément, c'est qu'on est vraiment sur une approche d'état de l'art académique. C'est-à-dire le but, si je dois reprendre son schéma sur l'entonnoir, c'est d'aller finalement remplir cet entonnoir, c'est-à-dire de vraiment aller sourcer de manière assez large les informations qu'on peut récupérer sur un domaine. Donc là, je vais également saisir mon mot-clé, cell thérapie. À partir de là, lorsque j'ai effectué la saisie, je vais tout simplement en fait cliquer sur le bouton de recherche et le système automatiquement et rapidement va aller en fait à travers les différentes bases de données dont on dispose sur la plateforme, va aller récupérer et vous éditer un classement en fait de pertinence des différents documents contenant les deux mots-clés régénérative médecine et cell thérapie. Donc comment se présentent les résultats? Sur ce module de l'état de l'art, on est vraiment sur un focus des documents scientifiques. Donc on a la possibilité en fait de répartir les résultats par type de document. Donc on va y retrouver ici notamment toute la partie des articles et des publications, également les conférences. En dessous, on va retrouver toute la partie de la littérature grise. Donc ce sont des documents qui n'ont pas été publiés par les canaux commerciaux normaux. Donc on va y retrouver notamment des rapports de recherche, des études comparatives, hein, ce type de documents-là. En dessous, Nathalie l'a évoqué tout à l'heure aussi, on va retrouver toute la partie des thèses, ici. Les différents autres documents scientifiques, donc sur la partie pharma, on va y retrouver notamment toute la partie des essais cliniques avec les différentes phases. Et bien sûr, point important dont on doit tenir compte également pour réaliser l'état de l'art, c'est la partie des familles de brevets. Donc à partir de là, très rapidement, l'outil finalement va vous donner une synthèse des différents documents qui ont été produits sur le sujet. Et si je souhaite aller un petit peu plus loin, j'aurai la possibilité, selon le type de document, tout simplement de cliquer sur un document en particulier. Donc en cliquant sur le titre du document, sur le côté droit, vous allez avoir un volet qui va s'ouvrir et qui va présenter le titre du document et également l'abstract où on va retrouver justement de manière soulignée d'une autre couleur les deux mots-clés qu'on a saisis dans l'outil. Si je veux aller un petit peu plus loin dans l'exploration de ce document et avoir une meilleure compréhension de d'où vient ce document, qu'il a édité, etc., je vais pouvoir agrandir le volet et là je vais retrouver notamment des informations sur la source où on a récupéré l'information, le type de document, l'année et également la partie des auteurs. Je vous présenterai tout à l'heure à travers la deuxième démonstration. Lorsqu'on est à ce niveau-là, et que vous avez donc exploré un petit peu les différents documents, vous avez la possibilité aussi sur l'outil de pouvoir capitaliser sur la donnée que vous avez identifiée, c'est-à-dire de pouvoir vous créer des dossiers dans lesquels, ici,
vous allez pouvoir en fait rassembler tous les documents sur un dossier et vous aurez également la possibilité de le partager entre différents utilisateurs d'Expernova. Le but est d'avoir un aspect interactif entre les personnes qui travaillent, qui peuvent être amenées à travailler ensemble sur un même état de l'art. Voilà. Donc ici, je reviens et je peux bien sûr effectuer la même chose si je décide en ouvrant une thèse par exemple. En cliquant ici, on va également accéder ici à la thèse et on va pouvoir retrouver le titre, etc., les auteurs et son affiliation. Voilà. Donc, parfait, merci. Pardon, oui. Merci Arnaud. On a des questions en fait. N'hésitez pas à poser vos questions justement en utilisant la fenêtre de chat. Juste une petite précision, on nous demande quels sont les types de bases de données qui sont indexées justement dans cet outil. Alors, très bonne question. Justement, on l'a vu, l'importance d'aller sur ce cas précis d'état de l'art académique, d'aller sourcer au maximum de bases de données. Donc, concernant en fait la plateforme Expernova, on indexe un peu plus de 250 bases de données, donc avec lesquelles on a des partenariats, que nous mettons également à jour tous les mois. Donc je profite pour l'expliquer. L'importance de la mise à jour est de pouvoir justement récupérer à travers les connexions mensuelles que nous effectuons toutes les nouvelles données qui ont été déposées sur ces sources. En termes de type de données, on va en fait classer 4 grands types de données qu'on indexe. On va y retrouver les bases Open Access type HAL, donc qui sont disponibles sur le web. On va également pouvoir accéder à des bases de données universitaires qui vont nous permettre d'avoir une cartographie assez exhaustive des différents travaux scientifiques établis par les différents laboratoires affiliés à une même université. Donc on va pouvoir vraiment avoir une cartographie complète d'une université. On va retrouver ensuite, très important, les bases de données des instituts de recherche qu'on va retrouver, les types Fraunhofer ou les MIT pour les États-Unis. Et le dernier type de base avec lesquelles nous collaborons sont des bases payantes pour lesquelles Expernova souscrit et va pouvoir justement accéder à l'information et ensuite mettre en place tout le process d'indexation, d'agrégation de la donnée. Je pense notamment à la partie des brevets. Parfait, merci. Eh bien, on va poursuivre cette présentation, peut-être s'intéresser plus particulièrement sur le crédit impôt recherche. Nathalie va reprendre la main pour la suite. Oui. Alors, on s'était intéressé à un exemple, état de l'art académique. Voyons un autre exemple maintenant, qui est un peu plus appliqué et puis qui va aller un peu plus au niveau du focus, c'est-à-dire un état de l'art pour le crédit impôt recherche. Alors, on rappelle, le crédit impôt recherche est un dispositif en fait, qui permet de récupérer une partie de ses dépenses en recherche-développement sous forme de crédit d'impôt. Et donc, après la déclaration en fait, fiscale qui vient avec le crédit impôt recherche, il faut justifier justement du bien fondé de la R&D qui est derrière, et donc faire un dossier technique dans lequel on présente un état de l'art. Donc, l'état de l'art au niveau crédit impôt recherche doit 3 choses. Donc, doit démontrer un élément de nouveauté non négligeable. Donc, la nouveauté qui est un des critères pour répondre pour bénéficier du crédit impôt recherche. Le deuxième critère, c'est la présence d'incertitudes scientifiques. Donc, l'état de l'art est là aussi pour aller jusqu'au bout, démontrer les solutions techniques existantes et leurs limites pour être en mesure, justement, de qualifier ces incertitudes ou ces verrous techniques. Et troisième chose qu'oblige le crédit impôt recherche, c'est la démarche expérimentale qui vise justement à l'accroissement des connaissances. Là, l'état de l'art, donc, qui va démontrer les limites et les incertitudes, va en déduire et donc oblige la mise en place d'une démarche de R&D pour pallier ces lacunes de l'état de l'art. Et vous voyez en fait sur la droite un exemple de plan donc, qui n'est pas forcément le même que celui que les publications scientifiques adoptent. Là, pour l'état de l'art TIR, il est préconisé en fait d'identifier des axes techniques, de décrire les solutions existantes trouvées donc par axe technique et d'en conclure les limites des solutions à chaque fois. Avec une partie à la fin qui récapitule de manière générale l'état de l'art, les lacunes, et qui entraîne des opportunités de R&D avant de justement faire une petite partie sur les références scientifiques trouvées. Donc là, finalement, l'exemple du crédit impôt recherche au niveau de l'état de l'art est assez différent. On a un peu la même chose pour les brevets, parce que là, pareil, on doit analyser les solutions existantes pour prouver vraiment la nouveauté. On va moins en fait se focaliser sur les concepts généraux ici,
On va partir tout de suite sur quelque chose d'assez focusé, sur des sujets scientifiques adressés, mais assez de manière rapide, pour se contenter de faire le focus sur les problématiques scientifiques. Donc, pour démontrer et décrire les solutions existantes, démontrer qu'on a fait l'exhaustivité en fait, de la recherche sur ces solutions existantes, enchaîner sur la démonstration des insuffisances. Donc, il y a des solutions existantes, mais elles ne répondent pas aux problèmes, et donc il y a des limites qui vont être identifiées. Et pour aller plus loin que ces limites, il y a des verrous techniques que l'on décrit, et on démontre ainsi la non-évidence. Donc voilà. Bien évidemment, ici, la description, comme elle est directement focalisée sur les technologies ou concepts cibles, on va avoir des références bibliographiques qui vont être beaucoup moins larges que tout à l'heure, en termes de nombre, hein, et aussi en termes de sujets. Et donc, au niveau de la méthodologie de recherche, voilà, il y a un petit peu de différence par rapport à tout à l'heure. Donc, Arnaud, je pense que tu peux nous expliquer voilà, au niveau de ce type d'état de l'art, comment est-ce qu'on peut faire une requête qui est optimisée? Oui, alors voilà, la problématique est différente de ce qu'on a vu précédemment, puisque là l'objectif, la finalité de ce type d'état de l'art, donc notamment des états de l'art SLIR, on ne cherche pas en fait à avoir une approche large, mais on va plutôt chercher à se focaliser sur des recherches sur un sujet ou un thème précis. Donc si je dois revenir un petit peu sur l'entonnoir, là à l'inverse, on va justement aller vers le bas de l'entonnoir, on va essayer d'affiner au maximum ces recherches. Donc le principe sur l'outil en lui-même, voilà, hop. Donc le principe, voilà, je récupère l'écran, voilà. Donc le principe va rester le même sur l'outil, à la différence près qu'on va maintenant aller travailler la requête. Donc ça, c'est le point très important puisque l'algorithme de recherche qu'on a développé est basé sur de la pondération de mots-clés. Donc l'outil va donner du poids aux mots. Donc il est important à ce niveau-là de pouvoir finalement être sûr qu'on va mettre dans la boucle de la requête les différents mots-clés relatifs au sujet. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, la thématique était sur la médecine régénérative. Cette médecine régénérative, ça à différents types d'applications et notamment sur les maladies dégénératives. Donc, ça va toucher différents types d'organes, malheureusement. Donc, on va y retrouver le foie, on va y retrouver le pancréas, le cœur, la peau, etc. Dans mon cas, dans mon exemple, on va faire un focus sur la partie du cerveau et notamment sur les maladies de Parkinson et maladies d'Alzheimer, qui malheureusement on retrouve de plus en plus et qui touchent des personnes de plus en plus jeunes. Donc l'idée de la requête, c'est de conserver ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la régénérative médecine et cell thérapie, à laquelle ici, à ce groupe de mots, je vais rajouter un deuxième groupe de mots où je vais tout simplement aller regarder tout ce qui concerne la maladie d'Alzheimer et également Parkinson. Et on va pouvoir, de cette manière-là, lancer des requêtes et s'il le faut même réaffiner la requête en retravaillant avec une deuxième série ou une troisième série de mots-clés. Donc, je lance la recherche. Et bien sûr, à partir du moment où je vais affiner ma recherche, et bien en termes de volume de données, on va être sur des volumes beaucoup plus restreints, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec des volumes très importants sur l'état de l'art académique. Donc là, ici, même chose, même idée, on va pouvoir retrouver différents groupes de documents, et on va même, si on le souhaite, donc la présentation est faite de cette manière-là, mais on va pouvoir également, si on le veut, cliquer directement en fait sur le Workspace Scientific Document, où là, ici, on va avoir tous les documents qui vont être réunis et l'utilisateur final va pouvoir ensuite lui-même sélectionner ici le type de document. Donc là, on va retrouver les grandes séries de documents et également toute la partie des sous-domaines qu'on va pouvoir retrouver ici à travers les conférences. D'accord? Donc une fois que vous êtes ici, eh bien, vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, capitaliser sur cette information-là. Vous avez également quelque chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure qui peut vous intéresser. C'est en plus de pouvoir bookmarker vos éléments, vous allez pouvoir également exporter des documents. Donc, on va tout simplement ici, dans mon exemple, ouvrir un brevet et je vais pouvoir ici disposer de deux types d'export, la version PDF ou la version Excel. Donc, c'est assez intéressant justement pour également partager l'information. Une des choses qui est aussi intéressante lorsqu'on va réaliser un état de l'art, c'est bien sûr le point important, c'est de récupérer et d'accéder
à la donnée en elle-même, à la matière première. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de pouvoir accéder, et l'outil va le permettre, finalement, à la liste des experts ou des inventeurs pour le cas d'un brevet, mais qui sont à l'origine de ces documents-là. C'est-à-dire que l'outil va avoir la capacité de pouvoir rattacher les différents documents que vous allez identifier sur un sujet aux bons experts. Et ces experts-là, hein, dans la même idée, on va pouvoir également les rattacher à leur affiliation, qu'elles peuvent être académiques, hein, avec des laboratoires ou des universités, ou même sur la partie des laboratoires privés, en pouvant les rattacher à des entreprises. Sur cet exemple de brevet, on va disposer ici de familles de brevets, donc ça va être en fait le dépôt du brevet dans les différents pays. Donc l'idée de l'invention est la même, mais déclinée sous des formes différentes. Voilà. Et on retrouve également ici, vous voyez l'applicant, donc là on retrouve une société Medipost. Voilà. Je ferme cette fenêtre et on pourra ensuite réeffectuer la même chose selon le type de document qu'on cherche à avoir. Merci Arnaud. Il y a peut-être juste une petite question. Vous avez parlé des experts justement. On nous demande si on peut accéder à la liste des experts justement qui ont publié ces articles. Oui, alors en fait, ce que je viens de vous montrer juste à l'instant vous permet d'identifier des experts sur le document en question que vous avez ouvert. Ensuite, on va avoir la possibilité, si on le souhaite, de cliquer ici sur un workspace qui est différent, qui est le workspace des experts, où là, à la différence de faire un classement basé sur les documents, on va effectuer un classement des experts. Mais les experts qui sont présentés sur cette page, vont être des experts qui remontent en fait à travers les documents qu'ils ont effectués sur le sujet. Donc, si je prends le premier expert, je vais pouvoir ensuite ouvrir, bien sûr, sa fiche, et à partir de là, on va m'expliquer en fait que cet expert, par exemple, dans cet exemple-là, a 3 documents sur le sujet. Donc très rapidement, si besoin, l'utilisateur va pouvoir également faire un export de la liste des différents experts en effectuant, s'il le souhaite également, un classement des pays si besoin. Parfait, merci de cette précision et d'avoir répondu à cette question de nos auditeurs que j'incite encore à poser leurs questions en utilisant la fenêtre de chat. Alors on va poursuivre, toujours sur Expernova et voir un petit peu les autres besoins aussi pour lesquels on peut répondre. Oui, alors en fait on vient de présenter aujourd'hui donc le module de l'état de l'art. Comme on vient de le voir en fait à travers l'outil, finalement Expernova va utiliser cette donnée-là pour pouvoir faire émerger des cartographies de compétences scientifiques. C'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser Expernova, cet outil va répondre à des besoins qui sont assez différents, qui sont relatifs aux nouveaux métiers d'innovation, notamment la possibilité de pouvoir identifier des partenaires. C'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus que dans nos utilisateurs, ils sont amenés sur des sujets de leur propre scope de recherche ou même sur des fois des sujets qui sont assez loin de leur domaine, ils ne vont pas obligatoirement avoir les propres compétences en interne pour pouvoir répondre de manière efficace à ces projets-là. Donc l'outil, à travers cette notion de cartographie, va permettre sur un sujet ou sur plusieurs sujets de recherche de pouvoir accéder rapidement à des listes de laboratoires ou des entreprises qui ont travaillé sur le sujet. On va pouvoir également l'utiliser en mode competitive intelligence, l'idée étant de pouvoir suivre l'évolution des travaux scientifiques, notamment des concurrents, donc de pouvoir rapidement identifier ce que font les concurrents et sur quel sujet. Et l'autre aspect intéressant sur cette approche-là, c'est de pouvoir également voir avec qui les concurrents ont collaboré sur un sujet de recherche. Donc on va pouvoir mettre en évidence des réseaux de collaboration dans le cadre de la recherche. L'outil va permettre également de pouvoir répondre au montage de projets projets collaboratifs, Donc c'est une des données que nous indexons également sur l'outil, notamment les projets H20 européens. On va permettre à nos utilisateurs également de répondre à un autre besoin dont on a souvent écho, c'est l'importance d'identifier ses propres experts. Alors ça s'adresse généralement plutôt à des groupes industriels dont le volume d'experts et d'ingénieurs travaillant dans la R&D est assez conséquent. Et on se rend compte en fait finalement que ces gens-là sont amenés des fois à établir des partenariats extérieurs sans même savoir qu'en interne, ils peuvent disposer de ces compétences-là à travers des experts qui sont dispersés dans différents centres de recherche dans le monde. Donc l'outil va permettre sur une société en particulier, on va pouvoir aller de la même manière lancer un sujet et finalement d'extraire une liste d'experts
et donc de permettre de mettre en relation le responsable du projet avec un potentiel expert. Voilà. Donc l'outil a cette capacité de pouvoir finalement aussi rebondir sur différents types d'utilisation à travers ces métiers d'innovation. Parfait, merci. Et bien pour un parfait respect du timing, Nathalie, une petite conclusion de cette présentation. Oui, très rapide conclusion pour vous rappeler l'importance de vraiment bien définir l'objectif de l'état de l'art à construire, parce que la finalité de l'état de l'art finalement va refléter la méthodologie et la structuration qui va s'en suivre. Importance également de la structuration pour ne pas juste agréger des données, mais arriver à les analyser et puis à les restituer de manière structurée. Ne pas oublier également que l'état de l'art, c'est une démonstration qui doit prouver le bien fondé des travaux de R&D. Donc là, dans certains domaines scientifiques, il s'avère que la production bibliographique et la production scientifique va s'accroître, et s'accroît déjà de manière démesurée, donc avec tous les canaux de diffusion, avec Internet, etc. Il faut arriver à faire le tri parmi les sources, et pour cela, il faut vraiment une méthodologie qui est éprouvée et qui est capable d'aller chercher les sources pertinentes et d'aller chercher toutes les sources pertinentes. Donc il y a une notion d'exhaustivité à avoir qui est assez importante. Là, on a vu tout à l'heure une méthodologie avec l'outil Expernova. Donc c'est vrai que c'est vraiment le grand défi, c'est d'arriver à identifier les mots-clés, à essayer de trouver en fait les sources qui sont pertinentes à un instant T et pas passer à côté de certaines pour arriver à agréger les données, les analyser et les restituer de manière pertinente. Voilà. Parfait, merci Nathalie, merci Arnaud. Nous avons recueilli quelques questions et vous pouvez continuer à les poser en utilisant cette fameuse petite fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. On a 2-3 questions qui concernent essentiellement Expernova, donc je pense qu'on va les poser directement à Arnaud. On nous demande s'il y a la possibilité d'avoir accès au full text, donc à l'ensemble des données, des documents qui ont été indexés. Alors, très bonne question. Comme on l'avait vu tout à l'heure, lorsqu'on ouvre un document et qu'on ouvre l'intégralité du volet, on voit principalement le titre et l'abstract. Lorsque vous êtes à cette étape-là, vous avez en fait sur tous les documents disponibles sur l'outil, la source sur laquelle on a récupéré l'information. En cliquant sur ce lien, ça va tout simplement rediriger l'utilisateur vers un nouvel onglet et on va accéder, on va rentrer directement sur la source. Et lorsqu'on est sur cette source, on va avoir les deux cas de figure, la possibilité de récupérer le full text lorsqu'il est disponible. Généralement, c'est un PDF qui se présente à vous, vous cliquez dessus, vous le téléchargez et vous avez accès au full text. Ou dans d'autres cas, on va justement pouvoir fournir ce lien de redirection à nos utilisateurs s'ils souhaitent accéder, se fournir l'intégralité du document. Précision concernant l'option 1 avec l'accès au full text. Lorsque nous avons accès au full text, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'indexation de la donnée se fait uniquement sur les métadonnées, à savoir titre, abstract et les mots-clés. Parfait, on nous demande la couverture géographique de cette plateforme Expernova. Ah oui, alors c'est un des points qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, puisque encore une fois, l'idée c'était de faire un état d'art assez général, donc de tenir compte justement, comme on l'a vu, de l'arrivée des nouveaux acteurs, donc d'avoir une dimension globale. Sur la plateforme Expernova, on va couvrir en fait 3 principales zones géographiques. Donc on va retrouver bien sûr toute la partie de l'Europe, mais on va aussi retrouver l'Amérique du Nord qui va inclure les États-Unis et le Canada. Et pour finir, une zone aussi qui est assez demandée et dont l'accès à l'information est souvent compliqué, c'est toute la partie de l'Asie de l'Est. Donc l'Asie de l'Est va prendre en compte différents pays où on va retrouver notamment la Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan, Singapour, le Japon et la Chine. Donc, voilà. Donc sur la plateforme, lorsque vous effectuez des requêtes, que ce soit en mode état de l'art ou en mode recherche de partenaires, competitive intelligence, etc., vous aurez, quoi qu'il arrive, à un moment donné, la possibilité de géolocaliser vos requêtes et de pouvoir sélectionner soit une zone entière ou soit dans le détail les différents pays qui vous intéressent. Parfait. Dernière question, je crois que c'était abordé, mais on va avoir une précision sur la fréquence des mises à jour de cette plateforme Expernova. Oui, alors je l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Oui. Donc les fréquences de mise à jour, en effet, sont mensuelles. Alors pourquoi mensuelles? Donc il
il y a une double dimension au sein d'Expernova. Donc la première, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, l'importance pour nous d'aller finalement se connecter aux différentes bases avec lesquelles on travaille, de pouvoir aspirer ces données-là, les récupérer, les indexer, les dédoublonner. Donc, il y a tout un processus interne qui est opéré par notre équipe technique. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, être sûr de pouvoir fournir de l'information récente à nos utilisateurs, puisque c'est, on l'a vu tout à l'heure, avec le volume de données importante, la croissance, donc il est important de bien répondre à cette problématique-là. Et le deuxième point qui est également important pour nous, c'est, tout à l'heure, je voulais présenter la possibilité de capitaliser sur la donnée, donc de pouvoir rassembler des informations dans des dossiers, dans des bookmarks, dans notre vocabulaire à nous, on appelle ça des bookmarks. L'utilisateur va également pouvoir en fait activer ce qu'on appelle des envois de rapports mensuels, c'est-à-dire que, et l'état de l'art répond bien à cette problématique-là, si vous souhaitez en fait avoir un suivi sur un sujet, vous avez la possibilité de recevoir des rapports mensuels. Donc d'où l'intérêt de faire des mises à jour mensuelles, c'est qu'à un moment où la mise à jour est effectuée, qu'on a intégré les nouvelles données, quelques jours après cette mise à jour, l'utilisateur qui aura activé l'envoi d'un rapport mensuel se verra envoyer donc un résumé lui donnant les nouvelles informations, les nouvelles données scientifiques, publiées, brevets, etc., qu'on a pu indexer sur la nouvelle mise à jour. Donc c'est une manière de recevoir des alertes constantes sur un sujet ou sur un expert ou sur un laboratoire. On peut paramétrer différents éléments. Parfait, eh bien merci Nathalie, merci Arnaud pour cette présentation claire. Pour avoir plus d'informations, si vous avez encore des questions alors sur les événements d'Heming, vous contactez Karima Mebarek, que nous remercions pour l'organisation de ce webinaire. Et pour avoir plus de précisions sur la plateforme Expernova, vous contactez directement Arnaud Schnopp à l'adresse qui apparaît sur votre écran. La présentation diaporama qui a été diffusée va vous être envoyée directement par mail dans quelques instants. Donc comme ça, vous aurez tous les éléments qui étaient présentés. Vous aurez notamment les liens sur également les éléments que nous allons vous présenter, parce qu'on peut également aller plus loin, notamment sur la newsletter innovation que vous pouvez consulter, notamment sur le site deming.com. Prochain événement, ça va être intéressant, c'est le 7 avril, l'Observatoire des subventions. Découvrez les résultats de l'étude d'Heming, ça sera donc le 7 avril à partir de 19 h. L'inscription, eh bien, vous pourrez vous inscrire soit en contactant Karima Mebarek, soit en vous inscrivant directement en cliquant sur le lien quand vous recevrez le diaporama. Il y a également ce qu'on a abordé, le thème de la santé, le cahier de la santé avec les enjeux de l'innovation et de l'investissement. Vous pouvez le télécharger directement sur le site deming.fr. Le CIR dans le secteur de la santé pharma, avec notamment l'expertise sectorielle et l'infographie que vous pouvez récupérer, là encore, sur le site deming.fr. Et enfin, décrypter et maîtriser le contrôle fiscal du crédit impôt recherche. Là, vous avez un guide également téléchargeable sur le site heming.fr. Merci Nathalie, merci Arnaud, merci Karima. On se retrouve prochainement pour un autre webinaire. Merci de votre attention. Bonne fin de journée à tous.